Oui, bonjour à tous. Donc, bienvenue à notre conférence de presse annuelle UFIP Énergie Mobilité. Alors, il y a quelques personnes dans la salle que je remercie. Je crois que vous êtes beaucoup à distance. Je me présente, je suis Blandine Ruti, je suis votre interlocutrice communication et également secrétaire générale d'UFIP Énergie Mobilité. Et à mes côtés, Olivier Gantois, que tout le monde connaît, beaucoup d'entre vous en tout cas, président du FIP Énergie et Mobilité et qui va animer l'essentiel de cette conférence. Et puis aussi un groupe de jeunes, on en parle un petit peu plus tard, très vite, qui prendra la parole dans un moment. Alors, nous allons parler au cours de cette conférence. D'abord, les jeunes vont nous parler. Et puis ensuite, Olivier présentera un panorama de l'année 2022 et également suivi d'une vision, de notre vision, de nos perspectives pour l'industrie des énergies en 2023. Et puis nous terminerons par nos demandes, un partage de nos demandes pour le secteur pétrolier. Alors, le timing. La conférence va durer maximum 1h, 1h15, 50 minutes de plénière et puis 15 minutes de questions-réponses en fin de séance. Alors, pour les questions, pour la salle, c'est simple, c'est le micro. Et puis, pour ceux qui sont connectés à distance, vous avez un bouton en haut à droite, sous le chat, qui s'appelle Q&A. Vous écrivez votre question et ça me remonte la question et je pourrai la transmettre dans la salle. Voilà. Également, à la fin, pour ceux qui sont là, on pourra faire une séquence de micro tendu si vous voulez, ou en tout cas d'interview. On est là pour ça, donc c'est avec plaisir. Voilà. Et puis, pour finir, tous les éléments de la conférence de presse, c'est-à-dire la présentation, le replay, le communiqué de presse et également la vidéo des jeunes sera disponible dès ce midi, au début d'après-midi sur Internet, sur notre site web. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, on va démarrer. Et on va démarrer, comme vous l'avez compris, en donnant la parole aux Nouveaux Regards. Alors, les Nouveaux Regards, c'est quoi ? C'est un collectif de jeunes volontaires travaillant dans nos entreprises qui ont des choses à nous dire. Et donc, je vous présente en avant-première la vidéo qu'ils ont réalisée pour cette occasion. Je travaille en tant que responsable commercial pour la fourniture de carburant aérien et mon rôle consiste principalement à élaborer et déployer des stratégies commerciales sur les aéroports français et à l'international. Je travaille dans une filiale d'un grand groupe qui est spécialisé dans la mobilité électrique et plus particulièrement les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Je suis asset manager, c'est-à-dire que je participe au développement de projets de production d'hydrogène bas carbone. Je travaille au sein d'une équipe de ressources humaines dans une entreprise qui vend du carburant et des produits dérivés. Je fais partie d'une équipe qui est l'interlocuteur entre les traders et les exploitants, et mon rôle c'est de gérer les entrées et sorties de produits de la raffinerie. Je suis responsable grand compte pour la partie carburant et combustible. Je suis ingénieur forage, j'ai déjà réalisé une partie de ma carrière au Congo et je suis actuellement en poste au Brésil. Depuis un exposé en seconde sur la fusion nucléaire, je suis passionnée par le secteur. Alors, c'est à cause de mon professeur de thermodynamique qui m'a fait comprendre à quel point l'énergie était au cœur de tout. C'est challengeant de travailler dans cet univers puisque c'est en constante évolution. J'aime ce côté bouillonnant, actif. Ça fait que bouger tout le temps et c'est aussi passionnant parce qu'il est dépendant d'acteurs externes. Donc tout ça fait que c'est une grosse machine qui bouge et qui m'intéresse. Pour bien comprendre les enjeux de la société, je pense qu'en faire partie et travailler dedans permet de mieux comprendre justement les différents enjeux, que ce soit au niveau national ou international. On sait très bien que le secteur automobile et les véhicules thermiques émettent beaucoup de gaz à effet de serre et c'est nécessaire aujourd'hui de trouver des alternatives et le véhicule électrique en fait partie. Et nous, en offrant des solutions de recharge, on participe à accompagner cette transition. J'accompagne mes clients dans la transition énergétique en leur proposant des produits moins émetteurs comme des biocarburants. L'engouement qu'il y a aujourd'hui pour l'hydrogène, c'est qu'on croit que ça va nous permettre de réussir cette transition, notamment en décarbonant des secteurs difficiles comme l'industrie ou la mobilité.
Le monde de l'énergie, c'est très très vaste et qu'il y en a pour tous les goûts, qu'il y a des sujets très variés et c'est aussi une responsabilité. L'énergie, c'est la base de tout. Que là, l'écran qui regarde actuellement, justement, c'est bien grâce à de l'énergie. Que la transition qu'on a à faire devant nous, elle est immense et que je pense qu'on ne saisit pas bien l'ampleur du défi et qu'on va avoir besoin de beaucoup de bras, de cerveau et de gens qui ont la volonté de réussir pour réussir justement cette transition énergétique. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est ce côté assister en fait au grand virage. Il y a assister, aider et il y a assister, le voir. Et c'est ça que je dirais à un jeune, c'est au final, il peut nous rejoindre pour assister à ce grand virage qui va arriver dans le cadre de la transition énergétique. Il se passe vraiment des choses. Par exemple, moi, je vais dans les villes installer des points de charge, des bornes de recharge. C'est quelque chose qui est concret. Et je pense aussi qu'on a bien compris que la transition énergétique, c'était quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça qu'on cherche à mettre en avant ce qu'on fait. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur pour voir que la décarbonation, l'intensité carbone, l'efficacité énergétique, c'est le sujet du quotidien d'énormément de collaborateurs. Quand on voit les investissements qui sont faits, quand on met plusieurs milliards dans les renouvelables, c'est pas uniquement de la communication. Alors, au-delà des images, il faut aussi des mots. Donc, je vais appeler 4 des jeunes qui sont là, 4 des jeunes que vous avez vus dans la vidéo. Donc, Alban, Maxence, Robert et Adrien. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Parfait. Merci déjà d'être là avec nous. Nous, on est ravis d'être ici et de pouvoir échanger avec vous et surtout de pouvoir se présenter. Tout d'abord, ce que je voudrais dire et ce que je voudrais mettre en avant, c'est que peu importe l'entreprise de laquelle on vient, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment notre volonté commune d'agir de l'intérieur dans nos entreprises et d'agir en faveur de la transition énergétique. En tant que jeunes, on a particulièrement conscience des enjeux environnementaux et des défis à venir. Et en même temps, en tant que professionnels du secteur de l'énergie, on a la connaissance de ce secteur, de son état actuel et aussi des difficultés liées à sa décarbonation. C'est pourquoi nous voulons et nous pouvons contribuer et être moteurs dans cette transition. On voit bien que cette transition énergétique met en évidence des différences générationnelles et parfois des incompréhensions. Dans cette commission, nous sommes tous dans nos entreprises depuis moins de 5 ans, donc on a encore un regard critique, une envie de faire bouger les choses. Et finalement, nous sommes des étudiants d'hier, il n'y a pas si longtemps, nous sommes des jeunes employés d'aujourd'hui et des décideurs de demain. Et l'UFIP compte sur nous pour apporter ce nouveau regard du nom de la commission, cette nouvelle énergie, qui prenne en compte les attentes des plus jeunes générations. Et concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire ? Nous voulons faire la liaison entre les plus jeunes et notre industrie des énergies. Nous souhaitons échanger sur les rôles et les actions mises en place par les entreprises du secteur, être le relais entre les attentes des plus jeunes et notre industrie des énergies, et partager la connaissance qu'ont notre industrie sur les enjeux énergétiques et climatiques. Et nous allons témoigner de nos divers métiers auprès des étudiants pour leur donner envie de rejoindre ce défi des transitions avec nous, au sein de notre entreprise ou en dehors. Merci, et je passe la parole à Olivier. Merci Alban, Adrien, Maxence, Robert, et aussi à nos autres jeunes de la commission qui n'ont pas pu être là avec nous ce matin.
Après ce vent de nouveauté et de fraîcheur, j'ai peur de revenir à des considérations beaucoup plus traditionnelles. Donc attention à l'atterrissage. Voyons déjà ce qui s'est passé en 2022 dans le monde et en France. Et je vais parfois passer un peu vite parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, mais vous aurez justement l'opportunité de poser des questions si vous voulez qu'on revienne sur un point sur lequel je suis passé un peu trop vite. Alors on va parler de l'année 2022, mais quand même parce que beaucoup d'entre vous sont impatients de savoir où on en est de l'approvisionnement des stations-service cette semaine. Donc en effet, un mouvement social dans le cadre de la réforme des retraites a démarré depuis lundi soir dans un certain nombre de raffineries et de dépôts. Quelle est la situation à ce matin? C'est que il y a déjà une raffinerie qui a redémarré, c'est-à-dire qui a repris ses expéditions de carburant. Les autres raffineries n'expédient pas de carburant vers les stations-service, mais on s'était préparé, on avait fait des stocks partout, de manière à éviter ce qui s'est passé il y a quelques mois. En ce qui concerne les dépôts donc, qui alimentent directement les stations, il y en a à peu près 200, je vous le rappelle, sur le territoire national. Sur ces 200 dépôts, il y en avait 5 qui étaient encore bloqués hier soir. Donc 195 qui envoyaient du carburant vers les stations. Ce qui fait que les quantités de carburant qui étaient livrées aux stations par camion-citerne étaient normaux hier. En ce qui concerne les stations-service, il y avait 7% de stations-service en rupture de stock d'au moins un produit. Donc France entière, avec quelques disparités par région, notamment un pourcentage double, donc autour de 15% en Île-de-France, dans certains départements de l'ouest de la France. Mais le message global, c'est il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer. Voilà, donc pour l'année 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien entendu, le baril a fait des siennes, puisque je rappelle qu'on était à 70 $ par baril en 2021 et que là, on est passé à 101 $ par baril en 2022. Avec même des pics à 120, 130 $. Cette hausse était essentiellement due à la guerre en Ukraine. On va y revenir. Les marges de raffinage se sont améliorées. Ne vous attendez pas à ce que nous, les raffineurs, nous crions victoire, parce que les coûts du raffinage ont également beaucoup augmenté. J'y reviendrai un peu plus en détail, mais 101 étant le chiffre magique, les marges de raffinage en 2022 ont été de 101. Ce coup-ci, ce n'est pas des dollars par baril, c'est des dollars par tonne. Quelque chose de plus exceptionnel, c'est que, vous avez pu le voir, les prix des énergies se sont alors là envolés, notamment donc, prix du gaz multiplié jusqu'à 10 fois, prix de l'électricité pareil, jusqu'à 10 fois son prix normal. Et ça, je vous rappelle que ça avait commencé fin 2021. Hein, donc avant la guerre en Ukraine, il y avait eu, je vous rappelle, un redémarrage de l'économie chinoise et notamment de l'industrie chinoise avec redémarrage de sa demande de pétrole et de gaz. Et donc, ça avait fait monter les prix. Le prix de l'électricité ayant monté à cause de l'augmentation des prix du gaz. Donc, des prix très élevés. Aussi, un produit qui est important pour nous, c'est le CO2. Donc, le prix des quotas d'émissions de CO2 ont augmenté jusqu'à 100 € par tonne de CO2 aujourd'hui. En moyenne, sur l'année 2022, on était à peu près 80 € par tonne, alors qu'en 2021, on était à 50 € par tonne. Donc ça monte. Ce qui est une bonne nouvelle pour le climat, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Sinon, donc, il y a eu confirmation des ambitions climatiques et donc en termes de transition énergétique au niveau de l'Europe. Donc j'avais parlé l'an dernier du Fit for 55, hein, l'ambition de l'Europe de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 2019. Donc des textes sont maintenant votés ou encore en préparation pour aller dans cette voie-là. Et notamment, donc, un texte dont on a beaucoup parlé, c'est le texte qui interdit les ventes de véhicules légers à moteur thermique après 2035, avec une clause de revoyure en 2026. Bon, depuis la décision en trilogue, il y a eu un petit revirement des Allemands, donc on attend que le texte soit voté. Et puis, donc, chez nous, le lancement du FIP Énergie et Mobilité, dont on vous avait parlé à la conférence de presse l'an dernier,
donc avec changement de nom, changement de positionnement. On passe du club des pétroliers vers une association qui englobe tous les acteurs multi-énergie, et notamment dans le domaine des mobilités. Et avec la volonté, cette année, d'aller recruter des adhérents qui n'étaient pas des adhérents traditionnels du FIP Énergie et Mobilité. Alors, le prix du brut, j'en ai parlé. On a commencé l'année 2022 à 77 $ le baril. Il y a eu donc des excursions. C'est le deuxième trimestre qui a été le plus fort. Des excursions jusqu'à 123 $ le baril quand on prend les moyennes mensuelles. Au jour le jour, c'est même monté à 130, voire 140 pendant quelques heures. Et c'est au début de l'été qu'on était encore aux alentours de 120. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, il y a eu une crainte des marchés que la politique du zéro Covid en Chine entraîne donc un frein sur l'activité industrielle chinoise et donc un affaissement de la demande pétrolière chinoise, ce qui aurait un impact sur le prix du brut qui, je rappelle, est mondial. Et du coup, pendant l'été, le brut est passé de 120 à 90 $ par baril et ça fait maintenant 3 mois qu'on est stabilisé autour de 80 à 85 $ par baril. Ce matin, on était à 83. Donc on reste, du fait de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, je rappelle, Russie, 3e producteur pétrolier mondial, du fait de cette guerre, on reste dans des prix pétroliers qui sont relativement élevés, 80-85 $ pour le prix du baril, et vous verrez tout à l'heure les conséquences pour le prix à la pompe. Et ça, il ne faut pas espérer que ça change tant que la guerre entre la Russie et l'Ukraine durera. Alors, un zoom sur la France, là. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de demande pétrolière en France? Je rappelle qu'avant Covid, on était à 73 millions de tonnes par an de demande de produits pétroliers. Là-dedans, il y a beaucoup de produits énergétiques, tels que les carburants, le fioul domestique, mais également des produits non énergétiques, tels que les matières premières pour la pétrochimie, les lubrifiants, les bitumes. En tout cas, la somme de tout ça, c'était 73 millions en 2019. On va oublier 2020-2021 qui étaient quand même des années anormales. Et en 2022, la demande est remontée à 69 millions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport aux 73 il y a 3 ans, ça fait moins 5%. Mais là-dedans, il y a une partie de la demande qui va revenir. Nous pensons c'est la demande de l'aviation qui n'a pas encore, vous allez voir dans la diapositive suivante, retrouvé son niveau d'avant Covid. Donc ça veut dire que si on corrige de ça, on est dans une baisse sur 3 ans de l'ordre de, à mon avis, 3%. Je rappelle que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, publiée en 2020, c'est une diminution de 5% par an de chaque énergie fossile entre 2022 et 2028. 5% par an. Et là, on est à 3% sur 3 ans. Cherchez l'erreur ou cherchez ce qui manque. Ceci dit, je voulais en profiter pour passer un message, c'est que, OK, la baisse de la demande d'énergie fossile n'est pas suffisante, en tout cas, elle n'est pas au rythme de ce qui a été décidé par la France. Et vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, que pour ce qui est du plan européen du Fit for 55, c'est pareil. Il faut que la baisse de la demande soit supérieure. Mais ce n'est pas en asséchant l'offre qu'on va modifier la demande. Un certain nombre de factions nous disent arrêtez de produire du pétrole, comme ça il n'y en aura plus. Sauf que si on assèche l'offre avant d'assécher la demande, on produira juste un chaos et des problèmes sociaux qui seront très difficiles à gérer. Alors là, c'est la courbe habituelle où on voit la demande par produit. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les carburants routiers, donc sans plomb plus gazole, une augmentation de la demande de 2,1% par rapport à 2021. Mais quand on se compare à nouveau à 2019 avant Covid, on est sur une baisse de 2%. Donc on n'a même pas les 3% dont j'ai parlé à l'instant sur les carburants routiers. On a une baisse de seulement 2%. L'autre effet notable, on ne le voit pas bien encore sur les courbes, c'est donc le ciseau entre la demande de sans-plomb et la demande de gazole. La demande de sans-plomb l'an dernier a augmenté de 11%, alors que la demande de gazole baissait de moins 0,4%. Donc vous voyez, plus 11, moins 0,4. Et ça, j'y reviendrai quand je parlerai des immatriculations, mais c'est un mouvement de fond. Ah non, c'est maintenant que je parle des immatriculations. Donc, sur les immatriculations de véhicules légers neufs en 2022,
il y a eu 16% de diesel. Je rappelle, moi qui suis un peu ancien dans la profession, qu'on a connu 80% de diesel dans les véhicules légers neufs. On était à 16% l'an dernier. Et ça, bien sûr, ça a un impact, parce que ça c'est structurel, hein, donc ça va continuer. Et ça a un impact. Alors, c'est lent, puisque chaque année, je rappelle, on ne renouvelle que 6% de la flotte de véhicules légers, mais ça a un impact sur la demande de sans-plomb qui monte et la demande de gazole qui baisse, d'où les plus 11, moins 0,4. L'autre chose, c'est que, vous le voyez, hein, la demande de carburéacteurs, donc la ligne bleu clair, reste inférieure à ce qu'elle était avant Covid, d'où mon commentaire tout à l'heure. Alors ça, c'est nos produits, on va dire, traditionnels, fossiles. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des carburants liquides bas carbone? Alors, déjà, je rappelle qu'on a des objectifs d'incorporation qui sont exprimés en pourcentage de contenu énergétique, ce qui n'est pas très parlant, donc 8,4 pour le gasoil, 9,2% pour les sans-plomb. Mais en gros, si on schématise, il faut mettre 10% en volume de composants biosourcés pour atteindre ces objectifs. On n'a pas encore les chiffres exacts pour 2022. Il y a toujours un effet retard. On avait incorporé 4,1 millions de tonnes en 2021. On pense qu'en 2022, on aura un chiffre très comparable, donc autour de 4 millions de tonnes. La nouveauté, bien sûr, c'est qu'il y a un objectif d'incorporation de composés biosourcés dans les carburants de l'aviation, dont ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuels. On vous a mis une petite légende là pour décrire ce que sont les Sustainable Aviation Fuels, ou SAF. En français, on dit carburant aviation durable. Et donc, l'objectif en 2022, c'était 1%. Je ne sais pas encore combien on aura incorporé par rapport à cet objectif. Alors, ce qui est notable aussi, et ça, c'est vraiment le mouvement de fond, c'est le fait que la demande de sans-plomb 95 E10, donc avec jusqu'à 10% d'éthanol, a augmenté, alors que la demande de sans-plomb 95 E5, 5% d'éthanol, a plutôt baissé. Et les ventes de superéthanol ont doublé l'an dernier, comme vous le voyez sur le graphe. Ainsi, d'ailleurs, en parallèle avec l'augmentation du nombre de stations qui proposent du superéthanol, donc du E85. Donc ça, c'était pour la partie carburant bas carbone. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en termes de mobilité électrique dont Alban nous a parlé tout à l'heure? Je rappelle, l'objectif du gouvernement, c'était 1 million de véhicules électriques en circulation à fin 2022. Le parc de véhicules légers. Le parc de véhicules légers, c'est 38 millions. Donc 1 sur 38, il y a encore du chemin, mais on y va. Et cet objectif a été dépassé puisqu'on est plutôt aux alentours de 1,1 million véhicules, alors soit électriques, soit hybrides rechargeables, en circulation à fin 2022. Les immatriculations de véhicules électriques plus hybrides rechargeables, vous le voyez sur le camembert, ont représenté 21% des immatriculations de véhicules légers. Je rappelle, je mentionnais tout à l'heure l'interdiction des moteurs thermiques. Ça veut dire qu'en 2035, si cette interdiction est décidée par l'Union européenne, on devra être à 100% de véhicules électriques. Il n'y aura même plus d'hybrides rechargeables. Ça sera 100% véhicules électriques. Donc voilà ce vers quoi on tend. Néanmoins, vous voyez bien qu'avec le chiffre dont on part en 2022, la route vers 2035, il restera une part très importante de véhicules thermiques, à moteur thermique, en circulation jusqu'à, allez, on va dire, bien sûr 2035, mais même sans doute au-delà. Ce n'est qu'en 2050, a priori, qu'il y aura une quasi-disparition des véhicules à moteur thermique. D'où l'idée de non seulement déployer des bornes de recharge, jouer notre rôle de distributeur d'énergie pour la mobilité électrique, mais également de proposer de décarboner les carburants liquides en y mettant des carburants liquides bas carbone. Alors justement, les infrastructures de recharge se mettent en place. Alors là, par contre, autant on a déplacé l'objectif pour les véhicules, autant on est en deçà des objectifs du gouvernement pour les infrastructures, puisque l'objectif était de 100 000 points de recharge accessibles au public
Hein, on compte que celles qui sont sur la voie publique, en station-service, dans les parkings, etc. Dans les parkings publics, pardon. 100 000 fin 2022, on était a priori qu'aux alentours de 80 000 fin 2022. Deuxième objectif raté, de pas beaucoup, c'est l'objectif d'avoir 100% des stations-service sur autoroute équipées fin 2022. Là, on était a priori à 78% fin 2022. Mais pour ceux qui circulent, qui s'arrêtent dans les stations d'autoroute, vous avez pu voir que les travaux sont menés de façon frénétique. Hein, et le 100% va être atteint dans les semaines qui viennent, a priori. Alors là, on va faire quand même un tout petit peu de passéisme. Donc j'aime bien me projeter dans l'avenir, mais quand même, on va se remettre les idées en place. Donc, on n'a que les chiffres 2021, on a toujours un petit effet retard, mais je vous les présente parce que 2022 sera très semblable. En 2021, 41% de la consommation énergétique française était faite de produits pétroliers. 41%. 2020, 42, 2021, 41. Je vous fiche mon billet que 2022, on aura les chiffres dans quelques semaines, sera autour de 40% à nouveau, et que le pétrole sera resté en 2022 la première énergie consommée en France. Je rappelle, le nucléaire, 18%. L'autre chiffre que je trouve ébouriffant, en tout cas qui nous amène à continuer à faire pas mal de pétrole, c'est que dans les transports, vous prenez tous les transports, le routier, le maritime, l'aérien et le ferroviaire, les produits pétroliers représentent 91%, on rajoute 7% de biocarburants, on arrive à 98% et il reste 2% d'électricité pour le faire. Tout le reste, c'est des carburants liquides, que ce soit essentiellement produits pétroliers ou composants biosourcés. Et puis quand même, un petit mot sur la logistique pétrolière dont on est fier du fonctionnement, si j'ose dire, c'est que, sur le plan géopolitique, la France est le seul pays du monde à la croisée de toutes les routes d'approvisionnement pétrolière. Même les États-Unis n'ont pas la même flexibilité que la France. Nous, on peut recevoir du pétrole qui vient de mer Baltique, de la mer du Nord, de l'Atlantique Sud, Atlantique Nord, de Méditerranée, bien sûr des pays du Golfe, d'Afrique de l'Ouest, de partout. Donc on en profite. Et c'est pour ça que le remplacement du pétrole russe par du pétrole qui vient d'ailleurs, puisque je vous rappelle que depuis le 5 décembre 2022, on n'a plus le droit d'importer du pétrole brut russe en France. Ce remplacement s'est fait relativement facilement. On va sans doute aller chercher plus de pétrole en Amérique du Nord, au Moyen-Orient. Et de la même façon, le remplacement du gazole, qui est 100% effectif depuis le 5 février, s'est fait avec des approvisionnements qui viendront sans doute également d'Amérique du Nord. Les États-Unis ont trop de gazole par rapport à leur consommation, du Moyen-Orient et d'Inde, qui s'est équipée des plus grosses raffineries exportatrices du monde. Et puis quand même, je voulais parler de la résilience de notre chaîne logistique. Alors, ça va faire rigoler ceux qui se disent « Oui, je me souviens, le 18 octobre, j'ai passé 2 heures avant de pouvoir faire le plein en station, ou plutôt avant qu'on me dise que la station n'avait plus de carburant. » Mais il n'empêche qu'au mois d'octobre 2022, on a livré 4,2 millions de mètres cubes de carburant, tout carburant confondu, dans les stations-service. C'était 3% de moins qu'en 2021. 3%. Ça veut dire en effet que la crise que vous avez subie en 2022 n'était pas un problème d'approvisionnement, c'était un problème de demande. C'est-à-dire qu'en effet, je vous rappelle que les réservoirs des véhicules légers sont statistiquement à moitié pleins en permanence. Et donc si tout à coup les réservoirs qui sont à moitié pleins viennent se faire remplir en station-service, on a un surcroît de demande qu'on n'arrive pas à assurer. Donc voilà ce qui s'est passé en octobre dernier. J'ai oublié de le dire, mais je rappelle qu'on contribue au budget de l'État. Donc l'an dernier, non, c'est même cette année, on va apporter, les produits pétroliers vont apporter 32 milliards d'euros au budget de l'État. Il faut que les gens qui programment les transitions pensent à trouver cet argent ailleurs quand on va cesser de consommer du pétrole. Alors là, c'est la raffineur, je vous avais prévenu, je crois qu'on allait pleurer un peu. Mais les marges de raffinage. Alors, marge brute de raffinage, je fais une seconde de pédagogie. C'est le prix de vente des produits finis pétroliers
à la porte de la raffinerie les carburants, le fioul domestique, les lubrifiants, les bitumes, la matière première pour la pétrochimie, les gaz de pétrole liquéfié, butane, propane. Donc on valorise tout ça à la sortie de la raffinerie. On déduit le prix d'achat du brut plus le coût de transport du brut. Et on arrive à la marge brute de raffinage avec laquelle le raffineur doit couvrir ses frais variables, ses frais fixes et l'amortissement de ses investissements. On estime que avant l'envolée des prix de l'énergie, les coûts à couvrir étaient de l'ordre de 25 à 30 euros par tonne de brut traité. Avec l'envolée du prix du gaz, puisque le raffineur achète du gaz, il achète de l'électricité, il achète des quotas CO2. Avec l'envolée du prix du gaz, de l'électricité et des quotas CO2, ces 25 sont devenus 75 à peu près. Et aujourd'hui, c'est retombé puisque les prix du gaz et de l'électricité sont revenus à un niveau plus proche de la normale. Donc aujourd'hui, on n'est pas revenu à 25, mais on doit être à une quarantaine d'euros par tonne. Parce qu'il y a aussi un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que si on veut du pétrole non russe, ça coûte plus cher aujourd'hui. Et à contrario, celui qui accepte d'acheter du pétrole russe, il a un rabais. Donc ça fait partie des surcoûts qu'on a. Toujours est-il que les raffineurs ont gagné de l'argent en 2022, que vous l'avez suivi l'été dernier. Un certain nombre de représentants des pouvoirs publics ont commencé à lorgner sur cette manne. Mais les gains réalisés en 2022 ont à peine suffi à compenser les pertes qui avaient été faites en 2020 et 2021. Donc en 2020-2021, vous avez tous été très contents de pouvoir faire votre plein en station. Vous n'êtes pas posé la question de est-ce que le raffineur gagne de l'argent. La réponse, c'est qu'il en perdait énormément, à peu près 500 millions d'euros par an en 2020 et 2021. Et voilà, donc l'année 2022 compense les choses. Toujours est-il que les marges se sont redressées et qu'on espère bien que ça va rester ainsi, parce que j'ai parlé des transformations de raffinerie en bioraffinerie, sauf que le raffineur, il lui faut bien générer du cash pour financer ses investissements dans la transition énergétique. Ah oui, alors ça c'est donc les prix des carburants, vous les avez certainement suivis de près. Je ferai quelques commentaires. Le premier, c'est que on a beau avoir une différence de taxe de 10 centimes entre samplon et gasoil, c'est-à-dire que le samplon est taxé à 10 centimes le litre de plus, TICPE plus TVA, que le gasoil, plus 10 centimes. Les prix de référence, qui sont les prix à Rotterdam, sont à peu près les mêmes, bon an, mal an, d'habitude. Et du coup, naturellement, on devrait avoir un prix du gasoil à la pompe qui est 10 centimes moins élevé que le prix du samplon. Et là, on a eu un croisement en début d'année. Là, c'était vraiment dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que la Russie est le premier exportateur mondial de gasoil, et notamment le premier fournisseur de l'Europe. L'Europe, en 2021, a importé la moitié de son gasoil de Russie. La France, c'était un peu moins. La France avait importé 30% de son gasoil de Russie. J'ai parlé de la substitution qui a été mise en place, donc pas de crainte pour les approvisionnements. En revanche, il y a eu une conséquence sur les prix, c'est que à partir du mois de mars 2022, le prix du gasoil, dont les variations suivent à peu près les variations du brut. C'est-à-dire quand le brut baisse, le gasoil baisse, quand le brut monte, le gasoil monte. Ce prix du gasoil s'est déconnecté, donc a augmenté davantage que le prix du baril de pétrole brut à partir du mois de mars. Et c'est pour ça que vous voyez sur ce graphe le gasoil qui rattrape le samplon. Et ça, c'est la crainte d'un manque de gasoil qui n'a pas été constaté pour l'instant, la crainte des marchés qu'on manque de gasoil. Et ce différentiel existe encore aujourd'hui. L'autre chose, on vous a mis la courbe en pointillé, ça c'est ce que vous auriez payé, vous les automobilistes, si jamais il n'y avait pas eu les remises de l'État. Vous voyez qu'on aurait été pendant assez longtemps largement au-dessus de 2 € par litre, aussi bien en gasoil qu'en samplon. Je rappelle, les remises de l'État, c'était 18 centimes par litre TTC du 1er avril au 31 août, ensuite 30 centimes du 1er septembre au 31 octobre, et ensuite 10 centimes sur novembre-décembre. Et 0 aujourd'hui. Il y a eu un remplacement par le dispositif du chèque énergie qui est sous-demandé, si j'ose dire, sous-utilisé, ce dispositif. Donc l'État nous demande de rappeler à nos clients qu'il y a ce dispositif de chèque énergie de 100 € pour compenser des prix de carburant qui restent à ce jour relativement élevés. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne quand on regarde la décomposition des prix ? On est
à 50% de taxes TICPE plus TVA sur le gazoil et 55% sur le sans-plomb. Il y a une anomalie sur cette décomposition. Vous voyez la marge brute de distribution qui s'est effondrée à 6 centimes pour le sans-plomb et à 7 centimes pour le gazoil. En fait, c'est parce que la remise de l'État compense une partie de cette marge brute de distribution. Donc il faut se dire que la marge brute aurait dû être supérieure du montant de la remise de l'État. Un autre commentaire, c'est qu'il y a eu des éléments de coût qui ont sans doute augmenté. Premièrement, le coût des biocarburants, avec l'envolée des matières premières agricoles. Les coûts des biocarburants incorporés ont été plus élevés que la normale, sans doute 2 à 3 centimes. Et le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est rentré dans sa nouvelle période, a vu ses objectifs augmenter. Et là aussi, ça crée un surcoût qui représente, on va dire, entre 1 et 2 centimes par litre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du réseau de stations-service ? Eh bien, le réseau de stations-service a continué à constater, il y a une baisse qui a continué dans le nombre de stations-service. Donc, vous voyez qu'on a perdu à peu près 100 stations-service en 2022 pour fin 2022 être à 11 039 stations-service recensées en France. Donc, le phénomène de baisse du nombre de stations se poursuit, même si ça fait quelques années qu'il a eu tendance à se tasser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus anormale par rapport aux années qui ont précédé, ce sont les parts de marché comparées de la grande distribution d'une part et des réseaux traditionnels d'autre part. La part de marché de la grande distribution n'a cessé d'augmenter sur les 40 dernières années, chaque année. Et là, pour la première fois en 2022, on estime que la part de marché de la grande distribution a baissé de 63,3 à 59,9. Alors, on dirait que ce n'est pas forcément énorme, ça fait que 0,4%, mais le fait que cette tendance inverse est très significatif, je ne pense pas que ça soit structurel, puisque l'explication vient essentiellement des remises exceptionnellement élevées qui ont été faites par certains distributeurs que je ne citerai pas, et qui ont amené, en effet, ces distributeurs à gagner de la part de marché par rapport à ceux qui ne pratiquaient pas les mêmes remises. Donc voilà pour l'année 2022. Et puis, donc maintenant qu'on a bien décortiqué ce qui s'est passé là où on était et qu'on a bien dit qu'on était dépendant du pétrole, on va parler un peu plus de l'avenir, c'est-à-dire le chemin de la décarbonation sur lequel nous, on avance, vous allez voir. Et voilà, comment tout ça pourrait se passer, même s'il est toujours difficile de prédire l'avenir. Alors, on aime bien utiliser les projections de l'Agence internationale de l'énergie concernant l'évolution de la demande par énergie dans le monde. Je vous rappelle que cette agence publie des projections chaque année vers le mois de novembre. Donc là, on a utilisé ce qu'ils appellent le World Energy Outlook de 2022, de novembre 2022. Et on vous a mis sur la planche 2 scénarios. Le scénario APS qui correspond aux engagements déjà pris par les États ou les groupes d'États, qui amène à certaines projections, donc à une évolution de la demande et de la répartition par énergie. Et le scénario net zéro, qui est, d'après l'AIE, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la neutralité carbone en 2050 ? Donc on vous a mis les 2 scénarios et en effet, ils présentent des différences assez significatives puisque dans le scénario des engagements déjà pris, APS, on a une augmentation de la demande d'énergie de 3% en 2030 et on a une diminution de seulement 1% en 2050. Ça, c'est toutes énergies confondues et au niveau mondial. Alors que dans le scénario net zéro, il faut, avant 2030, avoir une baisse significative de la demande, un moins 9%, qui passe à moins 26% en 2050. Je vous rappelle que cette baisse de la demande absolue cache le fait qu'il y a une augmentation de la démographie de la population mondiale et que donc, qui dit augmentation de la population, dit
augmentation naturelle de la demande. C'est-à-dire que le moins 26%, en fait, il représente un effort encore supérieur puisqu'il va falloir encaisser l'augmentation de la demande liée à l'augmentation de certaines populations. En ce qui concerne le pétrole, parce qu'on s'intéresse toujours à ce qui se passe sur le pétrole, vous voyez que en 2030, la demande de pétrole mondiale devrait baisser de 1% par rapport à 2021, pardon, moins 1%. Ce qui va se passer en 2023, c'est le contraire. La demande de pétrole au niveau mondial va passer à peu près de 100 à 101,5 millions de barils par jour. Donc on va avoir une augmentation de la demande en 2023. Donc ça veut dire qu'il faut que cette tendance s'inverse. L'Agence internationale de l'énergie pense qu'elle va légèrement s'inverser dans le scénario APS, d'où la baisse de 1% d'ici 2030 et la baisse de 39% d'ici 2050 pour la demande pétrolière mondiale. Dans le scénario net zéro, bien sûr, il faut aller plus vite. Il faut faire moins 19% en 2030 et moins 77% en 2050, toujours sur la demande pétrolière mondiale. Et bien sûr, vous voyez que, en ce qui concerne les énergies consommées, dans tous les scénarios, c'est l'électricité qui supplante le pétrole en tant que première énergie consommée dans le monde. Et ça, de toute façon, on en est tous convaincus, donc il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. Le doute, c'est parfois à quelle vitesse cela va-t-il se passer. Alors, comme je l'ai mentionné, il y a eu donc des travaux faits au niveau de la Commission européenne pour traduire le fameux objectif de baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre dans les textes. Et notamment, donc, il y a eu beaucoup de travaux, hein, on n'a fait que résumer là sur cette slide, mais il y a le fait qu'en 2050, il faudra que chaque litre de carburant liquide soit neutre en carbone, donc soit produit à partir de matières premières décarbonées, soit compensé avec du captage, stockage ou réutilisation de carbone. Et plus près de nous, comme je l'ai évoqué, en 2035, l'interdiction de la vente de véhicules neufs à moteur thermique. Toujours est-il que... oui, pardon. Et puis, avant de passer au toujours est-il, la France qui a continué les travaux de préparation de sa future stratégie française énergie-climat, je vous rappelle qu'un projet de loi énergie-climat doit être déposé cette année. On parlait à un moment de juin, maintenant j'entends parler de novembre, décembre, donc il y a peut-être un décalage dans le temps, mais ce projet de loi doit être déposé avant la fin de l'année. Dans des travaux, dans des réflexions qui sont cohérentes avec le fameux objectif européen du Fit for 55. Hein. Tout ça est cohérent, heureusement. Donc tout ça avance, et nous là-dedans, parce qu'on ne va pas forcément travailler sur toutes les solutions, mais en tout cas en ce qui concerne les carburants liquides, on va travailler sur le déploiement des biocarburants, je vais y revenir, sur la décarbonation progressive de l'hydrogène, sur le captage et stockage ou réutilisation du carbone et, on ne l'a pas mentionné ici, mais bien entendu sur le déploiement de la mobilité électrique, en tout cas pour notre partie des bornes de recharge électriques. Voilà, tout ça va se déployer, ce qui fait que je vous ai remis là les 5 flèches auxquelles je tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut que chacun des axes de transition énergétique soit activé, la sobriété, l'efficacité, le déploiement des renouvelables, la décarbonation et l'économie circulaire. Mais nous, on va vraiment mettre le paquet, même si on travaille surtout sur la décarbonation. Alors, ce qu'on a fait cette année, ça c'est nouveau, c'est j'ai parlé de la prospective de l'Agence internationale de l'énergie. Nous avons décidé, dans le cadre des travaux sur la stratégie française, de faire une étude pour la France. Parce que le problème, c'est que quand on discute avec nos parties prenantes, si on leur dit voilà ce qui va se passer dans le monde, ils nous répondent vous êtes gentils, mais nous on veut savoir ce qui va se passer en France. Donc nous avons confié à des consultants qui sont archi spécialisés en énergie, qui s'appellent IHS Markit. On leur a confié une étude en leur demandant de nous faire des projections. Alors on n'est pas allé en 2050. Ceci dit, 2050, c'est vraiment un peu loin. C'est peut-être pas très loin pour les jeunes qui sont dans la salle, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment très loin. Alors que 2035, c'est loin, mais il faut s'y mettre dès maintenant.
Donc la prospective va jusqu'en 2035 et on a voulu regarder d'abord à quoi ressemble la demande de produits pétroliers jusqu'en 2035. Donc ça, c'est le graphe que vous avez. Et en gros, je ne vais pas tout vous détailler, de toute façon, vous aurez tout à disposition, mais la demande de carburant routier va baisser, doit baisser et va baisser de 40% entre maintenant et 2035. Moins 40%. Alors bien sûr, en parallèle, vous allez le voir dans un instant, on va développer les carburants liquides bas carbone. Mais en tout cas, pour la part fossile des carburants routiers, ça va être moins 40%. Ce qui se traduit aussi, parce que moi j'aime bien regarder ça après année après année, il faudrait que la demande chaque année baisse de 4% par rapport à l'année précédente. Moins 4. Je disais tout à l'heure, le plan français c'est moins 5, on est plutôt à moins 1. Là, en fait, il faut qu'on fasse au moins moins 4. Si on fait moins 5, c'est mieux. Hein. Mais au moins moins 4 pour être sur cette trajectoire qui est compatible avec les fameux objectifs aussi bien européens que français. Alors, le raffinage va devoir s'adapter. On ne sait pas encore comment. Je rappelle que le raffinage est une activité non régulée, que chaque propriétaire de raffinerie peut décider à tout moment de réduire les débits de sa raffinerie, d'exporter s'il a des excédents par rapport au marché français si la demande baisse, de transformer sa raffinerie en bioraffinerie, de fermer son site. Ce sont des décisions que nous ne pouvons pas prédire. En revanche, ce qu'on peut prédire, c'est que le raffinage devra s'adapter à ce moins 40% dans l'une des voies que je viens de mentionner. La bonne nouvelle pour le raffineur, on voit toujours les choses vues de chez nous, hein, c'est normal, c'est que je parlais tout à l'heure du croisement des demandes sans plomb et gazoil. Aujourd'hui, la France importe la moitié du gazoil qu'elle consomme. En 2035, du fait de la baisse de la demande globale et que la baisse de la demande de gazoil sera encore plus prononcée que celle de sans plomb, la France sera autosuffisante en gazoil. C'est une prédiction, hein, on va voir comment ça va se réaliser, mais grâce à cet effet de ciseau, on aura un outil de raffinage français qui sera mieux adapté à la demande en France. Alors justement, je parlais de la demande de carburant fossile, mais il y a aussi la partie carburant liquide bas carbone. Ces plans, tant européens que français, se traduisent par des réglementations, notamment il y a la directive sur les énergies renouvelables qui est en cours de rediscussion à Bruxelles, qui prévoit qu'on augmente la quantité de composants bas carbone incorporés dans les carburants. Hein, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent c'était les carburants routiers. À partir de maintenant, on est également dans les carburants aviation, puis on va en mettre dans les carburants pour le transport maritime. Toujours est-il que par rapport aux 4 millions de tonnes qu'on incorpore actuellement chaque année, essentiellement dans le sans-plomb sous forme d'éthanol ou de dérivés de l'éthanol et dans le gazole sous forme d'ester méthylique ou d'huile hydrogénée. Donc on va passer de ces 4 millions de tonnes à 8 millions de tonnes en 2035. On va doubler, il faut qu'on le double, la quantité de carburant liquide bas carbone incorporé. Alors les 8 millions de tonnes vont se décomposer dans à peu près 5 millions de tonnes dans le gazole, à peu près 2 millions de tonnes dans le sans-plomb et 1 million de tonnes dans le transport aérien. Je vous donne des chiffres schématiques, vous avez des chiffres plus précis sur l'aide visuelle. Mais voilà le plan dans lequel nous nous inscrivons et par rapport auquel nous devons déployer des projets parce que ces carburants liquides bas carbone n'existent pas encore à hauteur de 8 millions de tonnes par an. Hein. Donc il y a encore des investissements à faire. Je fais une petite digression parce que, alors ce n'est pas pour vous, vous connaissez bien, mais de temps en temps, il y a des gens qui n'ont pas les idées claires sur ce que sont les carburants liquides bas carbone. Et en effet, ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a plusieurs catégories et qui sont très différentes les unes des autres. Donc là, on vous a mis une slide pédagogique sur les différentes catégories telles que nous, on a tendance à les considérer, c'est-à-dire les biocarburants de première génération qui sont en fait des composants qui existaient, hein, l'éthanol, les huiles végétales, et qu'on a incorporés, donc mélangés à des composants fossiles, de manière à ce que les caractéristiques du carburant à la pompe soient exactement les mêmes qu'avant. Donc ça, c'est les biocarburants de première génération. On va continuer à les incorporer dans les carburants, mais on pense qu'il n'y aura pas d'augmentation notable de ces biocarburants. En revanche, l'avenir est plutôt dans les biocarburants
dit avancés, c'est-à-dire des carburants produits à partir d'une matière première carbonée qui ne soit pas une matière première alimentaire. Et ces matières premières, ça va être quoi? Ça va être des coproduits de l'agriculture, des coproduits de la sylviculture, des graisses animales, des déchets, par exemple des déchets plastiques liquéfiés. En gros, si vous voulez, tant qu'un produit est liquéfiable et qu'il y a du carbone et de l'hydrogène dedans, donc c'est un hydrocarbure, nous, on sait le traiter et le transformer dans nos raffineries. Et justement, ce qui distingue aussi ces biocarburants avancés de ceux de première génération, c'est qu'on les fait passer dans une raffinerie pour les transformer. Alors ensuite, il y aura... Erreur. Voilà. Il y aura les carburants de synthèse qu'on appelle aussi en anglais e-fuel, qui sont, eux, alors là, des produits fabriqués, c'est-à-dire qu'on part d'une petite molécule pour en faire une grosse. Donc on part soit de méthane, soit carrément d'hydrogène. Alors bien sûr, il faut que tout ça soit renouvelable, hein, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, on part de ces petites molécules et par un procédé physico-chimique qu'on appelle la synthèse Fischer-Tropsch, en fait, on les agglomère pour faire des grosses molécules qui, au final, ressemblent à s'y tromper au carburant que vous avez aujourd'hui à la pompe. Donc ça, ce seront les carburants de synthèse qui sont... Donc on a déjà des usines qui commencent à produire des carburants de synthèse, pas encore en France, mais on pense qu'il y en aura. Et on pense que là aussi, les carburants de synthèse sont des produits d'avenir. Et puis donc là, le nouveau venu, ce sont les carburants à partir de carbone recyclé. Donc vous prenez un carbone en fin de vie, si j'ose dire, dont on ne sait pas quoi faire. Et vous avez des processus là aussi qui consistent à reconstruire des molécules dans lesquelles vous pouvez refaire des hydrocarbures qui ont les caractéristiques des carburants routiers actuels, voilà, mais qui sont décarbonés. Alors ça, c'est une voie du futur. On en est encore au stade de la recherche et développement, enfin du développement sur ces molécules-là. Toujours est-il que pour tous ces carburants liquides bas carbone, l'exigence, c'est que donc ils soient durables, notamment que la parcelle, si ce sont des produits agricoles, que la parcelle sur laquelle ils ont été produits ne soit pas issue de la déforestation. Donc il y a un travail, il faut prouver cela avec une traçabilité qui est maintenant en place. Et deuxièmement, il faut que les gains d'émissions de gaz à effet de serre du carburant fini soient d'au moins 70% par rapport à la version fossile. Et en gros, on estime entre 70 et 90% de gains en émissions de gaz à effet de serre par rapport à la version fossile. Donc l'idée, c'est de dire, rappelez-vous, pour décarboner les transports, pas que routiers d'ailleurs, mais les transports, bien sûr, il va falloir électrifier un certain nombre d'usages, et électrifier massivement, hein, je rappelle, aujourd'hui 20%, dans le futur 100%. Donc il va falloir électrifier des usages, mais également, tant qu'il y a des moteurs thermiques en circulation, décarboner les carburants de manière à pouvoir faire baisser les émissions. Parce que si on attend simplement l'électrification des véhicules à son rythme, ça n'ira pas assez vite. Donc il faut faire les deux. Alors, il y a un mais. Donc tout ça, ça se voulait positif. Mais il y a un mais, c'est qu'il faut des matières premières. Alors, en gros, il y a deux types de matières premières. J'y ai fait allusion, mais je reprécise. Dans les carburants liquides bas carbone, c'est d'une part tout ce qui est hydrocarbures liquides qui vient en substitution du pétrole, hein, tout simplement. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais certaines raffineries en France ont déjà commencé à substituer du pétrole par certains de ces hydrocarbures liquides pour produire des carburants bas carbone. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le coprocessing. Le coprocessing est déjà à l'œuvre dans un certain nombre de raffineries, y compris en France. Donc toujours est-il que ces matières premières, pour satisfaire le besoin de 8 millions de tonnes que je mentionnais, et ça c'est à nouveau un résultat de l'étude IHS Markit auquel je faisais allusion, donc pour atteindre ces 8 millions de tonnes, il faudra notamment 11,2 millions de tonnes par an de matières premières renouvelables. Donc 11,2 millions de tonnes. Il y a un gros débat en France, vous l'avez sans doute entendu, sur est-ce qu'il y aura assez de matières premières renouvelables et durables pour satisfaire non seulement ces besoins-là, mais aussi les besoins pour produire du méthane, du biométhane en substitution du gaz, pour produire de la chaleur décarbonée.
pour décarboner d'autres usages, notamment les constructeurs de bâtiments veulent substituer de plus en plus du ciment par du bois dans les constructions. La réponse, c'est oui. On a fait faire une étude, j'y avais fait allusion l'an dernier, par l'Imperial College de Londres, sur les ressources en Europe et notamment en France, donc par pays, de ces matières premières hydrocarbonées mais renouvelables. Et le 11,2 millions de tonnes dont je viens de parler pour la France correspond à 15% du gisement français de matières premières. Donc c'est possible. Hein. Il y a des tas de gens qui nous disent que ce n'est pas possible. N'oublions pas que parmi les gens qui nous disent que ce n'est pas possible, il y en a certains qui ne veulent aucune énergie. Hein. Et donc nous, on n'est pas d'accord. Décarboner, on est d'accord. Participer à l'amélioration de l'efficacité énergétique, on est d'accord. Mais mettre le monde et la France à sec en énergie, on n'est pas d'accord. Alors, l'autre matière première qu'il faudra, j'ai fait allusion au carburant de synthèse, c'est de l'électricité renouvelable, puisque la deuxième filière qui va contribuer également à ces 8 millions de tonnes, c'est la production de carburant de synthèse à partir d'électricité renouvelable qu'on transforme dans un premier temps en hydrogène pour après transformer cet hydrogène en carburant. Là, les quantités dont on parle en 2035, c'est 55 TWh donc d'électricité renouvelable. Ça représentera en 2035 un quart de la production d'électricité renouvelable. Donc c'est très significatif, mais on pense que c'est gérable. Attention, on alerte régulièrement les pouvoirs publics sur le fait que la demande en électricité va augmenter de façon considérable. Hein. On l'a vu tout à l'heure au niveau mondial, ça sera encore plus net au niveau français, puisqu'en plus notre électricité est quand même complètement décarbonée aujourd'hui. Donc cette demande d'électricité va être très importante. On pense que les plans français aujourd'hui sont optimistes parce qu'ils ne prévoient une augmentation de la demande électrique que de 30% d'ici 2035. 30% d'ici 2035. On pense que l'augmentation de la demande électrique sera bien supérieure. Donc on pense qu'il va falloir mettre les bouchées doubles en termes d'investissement dans des productions d'électricité décarbonée. Donc c'est-à-dire soit électricité renouvelable, soit électricité nucléaire. Je vous avais montré, pour ceux qui étaient là l'an dernier, à quoi ressembleront nos raffineries dans le futur. Alors, bon, c'est un peu schématique. Donc, notre jeune qui travaille en raffinerie, que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, va peut-être rigoler en voyant ce schéma. Mais on pense qu'il illustre bien la transition dans les raffineries qui deviennent des plateformes industrielles multi-énergie. C'est-à-dire qu'avant, on était mono matière première, mono propriétaire, mono opérateur, mono production. Donc tout était mono. On traitait que du pétrole brut, on faisait que des produits pétroliers 100% fossiles. On avait un propriétaire qui était l'opérateur. Les plateformes de demain, il y en a déjà certaines qui sont dans ce format-là, ont plusieurs propriétaires parce que il y a telle entreprise qui dit moi je vais développer une nouvelle technologie, j'aimerais installer mon unité de production pilote dans votre site de raffinage. Donc multipropriétaire, multi-opérateur également, parce qu'il y a des compétences qui seront parfois les mêmes pour produire des carburants liquides bas carbone. On a une partie des compétences qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, mais certaines qui sont nouvelles. Donc parfois, les gens qui opèrent seront différents et ne seront même pas des salariés du propriétaire d'une partie de la raffinerie. Et puis bien sûr, multimatières premières, j'ai mentionné les matières premières durables qu'on peut substituer au pétrole, mais rentreront également dans les raffineries du gaz, du biogaz, des huiles végétales de toutes sortes, et même des photons et du vent pour les raffineries qui s'équiperont de fermes solaires ou de fermes photovoltaïques. Et puis sortiront, alors là, toute la panoplie des produits, ça dépendra de quelle raffinerie. Donc vraiment, retenez l'idée qu'on va passer du mono au multi, ce qui pousse également à un monde qui est plus coopératif. Alors qu'avant, en gros, nous, les pétroliers, on faisait notre frichti tout seul. On gérait toute la chaîne logistique, on faisait tout nous-mêmes. Là, en tant qu'opérateur multi-énergie, on va devoir s'habituer aussi à travailler en multi-coopération. Alors, je vous avais promis qu'on parlerait de quelques projets concrets. Vous en connaissez certainement une partie, mais quand même, rappelons-nous des projets que nous avons aujourd'hui et en France. Alors, donc, biocarburant, on l'illustre par le fait qu'on a une bioraffinerie qui est en fonctionnement depuis déjà quelques années.
et une deuxième qui va démarrer l'an prochain, en 2024. On vous a mis quelques ordres de grandeur. Je rappelle quand même que notre défi, c'est que les bioraffineries en fonctionnement ont une capacité qui est 10 fois moindre que celle des raffineries qui les ont précédées. Donc on a de toute façon un enjeu en termes de multiplication de ces productions. Donc c'est pour ça que même si la demande baisse de 40%, il va falloir de toute façon investir dans des nouvelles capacités pour produire ces carburants liquides bas carbone notamment. Donc il y a un projet qui est en devenir là, sur le captage des émissions de dioxyde de carbone dans la vallée de Seine. Et le projet, c'est soit d'en réutiliser une partie dans d'autres usages, soit ce qui reste, de le transporter jusqu'en mer du Nord et de l'enfouir dans un champ pétrolier déplété, c'est-à-dire un champ dont on a déjà extrait les hydrocarbures extractibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle captage, stockage et utilisation, captage de carbone et utilisation ou stockage. On aura également donc des projets d'hydrogène décarboné, notamment donc il y a un projet qui a été annoncé dans les environs de Marseille, sur les côtes sur les rives de l'étang de Berre, projet Massilia, dans lequel en fait on installe des capacités photovoltaïques pour produire de l'électricité renouvelable qu'on hydrolyse, qu'on transforme en hydrogène. Et cet hydrogène sera réutilisé soit directement dans les transports, soit pour produire des carburants, puisque je rappelle qu'il faut de toute façon de l'hydrogène pour raffiner du pétrole et produire des carburants finis. Donc normalement, le projet Massilia, contrairement à ce que j'avais indiqué, il y a eu une mauvaise nouvelle, il ne démarrera pas en 2024, je pense que ça sera plutôt 2026. Mais en tout cas, il est en bonne voie, il a obtenu un certain nombre de ses financements, parce que ces carburants liquides bas carbone, je le rappelle, coûtent toujours plus cher que des carburants fossiles à produire. Donc il faut des mécanismes de manière à ce qu'il y ait à la fois un modèle économique et un prix acceptable pour le consommateur final. Donc en tout cas, ce projet va avancer. Bien sûr, le déploiement de stations, alors là, hydrogène, puisqu'encore une fois, l'hydrogène, on peut soit l'utiliser tel quel dans les véhicules, soit le recombiner par le procédé Fischer-Tropsch pour faire des carburants liquides. Donc il y a un plan de déploiement des stations hydrogène. Et puis donc en termes de recyclage, le projet qui utilise des plastiques, des déchets de plastique. Alors là, les déchets de plastique, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont réutilisables quasiment directement. Et puis il y en a qui ne sont pas réutilisables directement, mais dont on peut refaire des plastiques. Et puis il y en a qui sont un peu dégradés, qu'on liquéfie. Et à ce moment-là, on les met dans une raffinerie pour produire carrément des carburants pour le transport routier, pour l'aviation et autres. Et donc, il y a un projet comme ça qui va se déployer donc dans la vallée de Seine à nouveau, voilà, qui est décidé. Donc, vous voyez, on a quand même des projets concrets en France, et là, on en a cité donc 6 en France, mais si on se mettait à l'échelle européenne, on aurait, à mon avis, entre 30 et 40 projets. Donc, voilà, les choses avancent, on parle de vrais investissements et d'une vraie transformation en marche. Alors là, on tend notre sébille. Quand je dis on tend notre sébille, d'ailleurs, j'ai oublié un commentaire. Vous voyez que ma mémoire est sélective parce que j'ai oublié de parler d'un sujet, mais vous y reviendrez si vous le souhaitez par les questions, sur les profits des pétroliers en 2022. Hein, comme quoi le naturel reprend le dessus. Mais en tout cas, on tend quand même notre sébille. Et ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour poser les conditions dans lesquelles tout cela va se faire, cette décarbonation, cette prise en compte des dynamiques à l'œuvre de la baisse de la demande de carburant, etc. Alors, il y a des choses que vous connaissez par cœur, mais comme ce n'est pas acquis, je les répète. Notamment, le premier, c'est très important, c'est la neutralité technologique. Hein. En termes de transport routier, il y a des gens à Bruxelles qui ne veulent entendre parler que de véhicules électriques. OK, si on fait que de l'électrification, pour les véhicules légers, il va falloir attendre bien après 2030 pour atteindre la neutralité carbone, si on ne décarbone pas les carburants liquides. Et je ne parle même pas des poids lourds qui sont à peine en vente aujourd'hui. Donc là, ça sera encore plus lent. Donc la neutralité technologique qui consiste à dire, OK, on va travailler sur l'électrification des véhicules, mais en même temps, on va aider le déploiement de la filière carburant liquide bas carbone, et d'autres filières d'ailleurs, nous semble indispensable.
Donc arrêtons le parti pris technologique. Deuxièmement, là aussi, ça ressemble à un vœu pieux, mais c'est indispensable, accorder aux investisseurs que nous sommes une stabilité et une visibilité réglementaire. C'est-à-dire nous permettre de prévoir quelle sera la réglementation quand on investit en 2020 pour une usine qui va fonctionner au moins jusqu'à 2035. Donc quelle sera la réglementation? Que les pouvoirs publics prennent des engagements là-dessus, aussi bien au niveau français qu'européen. Ça nous permettra de prendre nos décisions d'investissement. Troisièmement, donc j'y ai fait allusion, travailler sur les ressources en matières premières décarbonées, que ce soit la biomasse ou l'électricité bas carbone, parce que, encore une fois, l'énergie, il faudra bien qu'elle vienne de quelque part. Ensuite, la compétitivité de notre site, j'y ai fait allusion, c'est-à-dire qu'une raffinerie, elle est exposée à la concurrence internationale. Le distributeur en France, il peut très bien décider d'importer 100% de gazole qui vient d'Inde, par exemple, si jamais les Indiens ont décidé de faire un discount sur les prix du gazole. Ce qui fait que quand l'État nous dit « Oh ben, le prix du gazole à Rotterdam, qui est la référence pour l'Europe, est un peu élevé, vous devriez le vendre moins cher ». On dit non, ça ne marche pas comme ça, parce que de toute façon, si le produit peut être vendu à ce prix-là, il sera vendu à ce prix-là. Donc le prix du marché s'impose à nous, et les raffineries sont exposées à cette concurrence du marché, et du coup, elles doivent avoir un bilan économique suffisant pour être capables de financer leurs propres investissements dans la décarbonation de leurs activités. Donc la compétitivité, pourquoi on mentionne ça? C'est parce que le législateur français ou européen est régulièrement tenté de rajouter une couche de réglementation qui n'existe pas ailleurs qu'en France ou en Europe. Si c'est le cas, on perd en compétitivité, donc ça ne marche pas pour qu'on puisse travailler à notre propre transformation. Et puis, bien sûr, j'avais oublié de le mentionner, donc je vais me faire enguirlander par nos producteurs de brut. Je rappelle quand même que la France produit du pétrole brut. Donc les chiffres sont les suivants. J'ai mentionné le monde consomme 100 millions de barils par jour. La France consomme 1 million de barils par jour, donc 1%. Et la France produit 10 000 barils par jour, donc 1% de 1%. Alors 10 000 barils par jour, bien sûr, ça va faire, on n'a pas encore les chiffres définitifs de 2022, mais ça va faire à peu près 600 000 tonnes de pétrole brut produit en France en 2022, dans deux régions essentiellement, le bassin parisien géologique, c'est-à-dire qui va presque jusqu'aux Vosges, et puis le sud-ouest, le grand sud-ouest. Donc 10 000 barils par jour. La loi Hulot prévoit que en 2040, cette production devra s'arrêter. Mais du coup, certaines de nos contreparties, notamment dans les pouvoirs publics, nous disent écoutez, vous savez quoi, puisque vous arrêtez en 2040, pourquoi vous n'arrêteriez pas plus tôt? Donc arrêtez en 2035 ou en 2030 ou l'an prochain, en 2024. Donc on se bat chaque jour pour obtenir nos autorisations de forage, pour obtenir nos renouvellements de permis en France, de manière à ce qu'on ait le droit de travailler jusqu'en 2040. Et ça n'a l'air de rien, encore une fois, c'est que 1% de l'approvisionnement français, mais ça serait stupide que la France décide de s'asseoir sur cette ressource en disant c'est pas grave, on va importer davantage de barils du Moyen-Orient ou d'Amérique du Nord. Enfin, ça nous paraît stupide. Et puis le deuxième point, toujours sur ces activités, c'est que comme sur toutes les autres activités des adhérents du FIP Énergie et Mobilité, nos adhérents qui sont dans la production de pétrole en France préparent leur avenir. Donc ils ne restent pas là les bras ballants ou croisés en attendant que 2040 arrive et qu'ils disparaissent. Ils travaillent à la conversion de leurs activités. Par exemple, on a un adhérent qui sort de ses puits aujourd'hui 95% d'eau chaude, 5% d'huile, donc de pétrole. Donc là, les 5% de pétrole, ok, on n'a plus le droit de les produire en 2040. D'ailleurs, la question intéressante, c'est est-ce qu'il faudra les remettre sous terre quand ils sortiront? Mais en tout cas, les 95% d'eau chaude, elles existent et elles ont une valeur. Donc, laissez-nous continuer à produire de l'eau chaude. Là, en l'occurrence, elles servent pour réchauffer des serres pour la production agricole. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a un qui a du lithium dans ce qui remonte de son puits. Eh ben, le lithium, c'est valorisable. En ce moment, tout le monde commence à pleurer sur le lithium et vous allez voir en 2035 ce que ça va être la ruée sur le lithium. Donc, on sera bien content d'avoir du lithium en France, même si ça ne représentera qu'une faible partie de nos besoins. Donc, vous voyez, la demande au pouvoir public, donc si vous pouvez la relier, c'est très bien, c'est
aidez-nous à construire notre avenir pour justement les horizons 2030, 2035, 2040. On a des idées, donc aidez-nous à les mettre en place. On est bon au niveau temps ? Ben, j'ai fini. Alors, du coup, j'ai fini comme Blandine, directrice de la communication, me fait les gros yeux. Et puis, ben, finalement, vous savez quoi ? Le mot de la fin, on va le laisser à nos jeunes. Donc, je laisse la parole à Maxence. Merci, Olivier. Donc, j'ai le privilège d'avoir le mot de la fin. Donc, je vais faire ça au mieux pour porter les mots de l'UFIP et les mots des jeunes aussi. Donc, comment est-ce que l'UFIP essaye de préparer l'avenir ? Olivier l'a dit, mais je pense que c'est toujours bon de le répéter. L'ambition de cette transition énergétique, elle est énorme. Et les objectifs fixés sont très ambitieux. Le réduire en 8 ans, les émissions d'un système, donc par la contrainte, donc avec des règles strictes, alors qu'il s'est développé en plusieurs décennies assez librement. Je pense que rien que ce postulat fait que c'est très ambitieux. Il va falloir développer des bornes électriques, produire des biocarburants, des carburants de synthèse à un rythme qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Et surtout, il va falloir le faire sur la durée, pas seulement sur une période de temps courte qui est 2035, mais sur toute la durée. Ça va impliquer effectivement un changement du mix énergétique, au-delà des efforts qui peuvent être faits sur l'économie circulaire, sur l'efficacité énergétique ou sur la sobriété, qui sont des points qu'on pourra creuser plus aussi au sein de l'UFIP. Le mix énergétique va évoluer, mais va quand même garder une dimension géopolitique importante. On ne va pas supprimer les dépendances énergétiques qu'on a aujourd'hui, et je pense que l'indépendance énergétique, qui est un sujet particulièrement d'actualité, le sera toujours demain. Dans les scénarios à horizon 2030 et à horizon 2050, il y a toujours un besoin d'importer du pétrole et du gaz, et ils participeront à la sécurité énergétique de la France. Il y aura aussi probablement d'autres imports. Il y a des scénarios d'import d'ammoniac ou d'hydrogène. Ça reste de l'import, donc il y a des points géopolitiques à surveiller. L'UFIP se prépare aussi avec l'objectif d'avoir un nouveau regard sur cette transition. Donc, c'était le but du lancement de cette commission. L'observation, c'est qu'il y a des changements assez radicaux dans la société, mais ces changements ne sont pas forcément homogènes. Et donc, il va falloir essayer de capter, de comprendre ces changements. Et c'est aussi un des rôles de la commission, c'est de comprendre ces changements, notamment auprès des plus jeunes générations. Il va y avoir besoin, qui dit nouvelle énergie, il y a aussi de nouvelles compétences. Et Olivier l'a souligné, la filière va devoir développer beaucoup de nouvelles compétences, mais aussi s'appuyer sur les anciennes. Et ça, c'est un point sur lequel on souhaite beaucoup insister, c'est qu'il y aura besoin de tout le monde. Faire des biocarburants, c'est savoir faire aussi des carburants comme aujourd'hui. Et pouvoir produire de l'hydrogène, il faut qu'il soit décarboné, donc il faut de l'électricité. Pour l'électricité, il faut qu'elle soit bas carbone. Il faut gérer l'intermittence, du stockage. Voilà, c'est une variété de compétences et donc besoin de tout le monde pour cette transition. Et le troisième point qui est assez symptomatique, c'est ces projets sont de plus en plus diversifiés. Il y a une diversification des énergies et surtout des projets multi-énergie. Comme je l'ai illustré, avec les sources d'hydrogène qui soient bas carbone, mais il y a plein d'autres biocarburants ou avec de la biomasse. Cette multiplication des énergies, c'est la multiplication des compétences, c'est aussi la multiplication des acteurs. Et avec les projets qui ont été mis en avant, comme Massilia, comme Apport Jérôme ou autres, l'UFIP veut mettre en valeur ces projets, mettre en valeur le dynamisme qu'il y a autour, et appuyer sur le fait qu'il y aura besoin de tous les acteurs, publics, privés, mais aussi tous les acteurs individuels, pour réussir cette transition, et en particulier des plus jeunes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Maxence. On va donc terminer cette session de présentation. Et donc, en termes de questions, on passe à la session de questions-réponses. Alors peut-être la salle, j'ai une question qui est remontée là de la plateforme. Il faut que je retourne d'ailleurs regarder s'il y en a d'autres. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors peut-être que je peux commencer, comme ça permet de chauffer un petit peu. Alors j'ai une question de Bernard Stéphana qui dit, en termes de fermeture et reconversion des raffineries,
Selon vous, à horizon 2050, peut-on parler d'une disparition des raffineries fossiles sur le territoire national ? Alors, on a dit tout à l'heure que dans la prospective qu'on a fait faire, la demande en produits pétroliers diminue d'à peu près 40% en 2035. Je reprécise que ça ne veut pas dire que 40% des raffineries vont fermer, parce qu'une raffinerie peut se transformer, elle peut traiter progressivement moins de pétrole brut, mais ne pas le faire instantanément. Une raffinerie peut décider d'exporter une partie de sa production. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui de dire des raffineries vont fermer ou au contraire, rassurez-vous, les raffineries ne fermeront pas. Les décisions concernant les raffineries seront des décisions de leurs propres propriétaires. Je crois que je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Il faut changer de micro. D'accord. Est-ce que vous avez des questions Oui, alors Nicolas. Oui, la marge brute de raffinage passe de 14 € la tonne à 101. C'est dû uniquement à l'augmentation des prix du pétrole ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Et vous avez mentionné les pertes pour 2020 et 2021. Alors, quels ont été les bénéfices des raffineurs en 2022 ? Alors, la marge brute, c'est donc la différence entre les prix des produits finis pétroliers et le prix du brut. Donc je dirais le prix du brut n'intervient pas dans la marge brute de raffinage. Donc l'essentiel de l'explication de l'augmentation considérable de cette marge brute de raffinage, c'est le fait que le gazole et le sans-plomb, donc surtout le gazole mais aussi le sans-plomb, ont vu leur prix augmenter beaucoup plus que les prix du pétrole brut. Donc on a eu les deux effets dans les augmentations de prix pétroliers en 2022. D'abord l'augmentation du prix du pétrole brut et ensuite une augmentation encore plus importante, notamment des prix des carburants. Je vous dis surtout le gazole, en raison du fait que la Russie est le premier exportateur mondial de gazole et que ça a rendu les marchés nerveux de se dire qu'il allait y avoir des embargos sur le gazole russe, mais également le sans-plomb par effet ricochet, on va dire. Donc ça, c'est l'explication de l'augmentation de la marge brute de raffinage. Après, donc, j'ai bien précisé que les frais des raffineries ont augmenté de façon assez considérable. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas d'estimation de ce qu'a été la marge des raffineurs. Donc, j'en ai une quand on perd de l'argent, j'en ai pas quand on gagne de l'argent. Par contre, j'en profite pour revenir 2 secondes à la question des profits des sociétés pétrolières intégrées, puisque la plupart de ces plus grandes sociétés qui sont nos adhérents, en tout cas pour celles qui sont actives en France, ont à la fois une activité amont, donc de production de pétrole, mais aussi de gaz naturel. Et en général, elles ont également une activité de raffinage. Et en fait, ce qui s'est passé en 2022, c'est que tout a monté, c'est-à-dire les prix du pétrole, le prix du gaz et le prix des produits finis pétroliers, ce qui fait que les revenus, les bénéfices dans ces activités ont monté considérablement. À tel point que donc, d'abord, certains de nos adhérents ont déclaré spontanément qu'ils trouvaient ça normal de partager une partie de ces bénéfices plus largement. Et deuxièmement, donc l'Union européenne a pris une décision d'une... alors ça ne s'appelle pas une taxe parce qu'en Europe, une taxe, ça requiert l'unanimité. Et en ce moment, en Europe, ils ont beaucoup de mal à atteindre l'unanimité. Donc ils ont appelé ça une contribution volontaire, non, une contribution exceptionnelle de solidarité. Donc ce n'est pas une taxe, mais il n'empêche que cette contribution a été mise en place par l'Europe. De toute façon, c'est un règlement et a été déjà déclinée dans la loi de finances 2022. Donc il y aura une contribution sur cette base-là. Donc tout ça pour excuser le fait que je n'ai pas de chiffres pour les profits du raffinage en 2022. Alors deux petites questions. On a vu au niveau mondial des pétroliers qui revenaient un petit peu sur leurs objectifs d'émissions de CO2,
pas forcément en France, mais on l'a vu surtout chez BP. Est-ce que vous avez une explication à ça ou un avis? Et puis, vous avez donc présenté un peu votre vision d'ici à 2035. Est-ce que vous avez chiffré ça en besoin d'investissement nécessaires en France pour financer un petit peu cette feuille de route? Alors, en plus, les chiffres pour la France, on les a fait, mais je ne les ai pas en tête. Alors, attendez, pour là, non, ça c'est bête, parce qu'en plus, ils sortent de l'étude. On va vous les trouver. D'ici à ce qu'on sépare, on va vous les trouver. Tu peux les demander à Franck, s'il te plaît, Laila. Investissement de l'étude IHS Market pour la France. Je suis désolé, mais j'ai un trou de mémoire. Mais comme on a le chiffre, ça serait dommage que... Autant pour le raffinage, je n'ai pas le chiffre, autant celui-là, on l'a. Par contre, si on regarde au niveau mondial, ça vous permet d'attendre la réponse pour la France. L'AIE estime les investissements dans la transition énergétique actuellement à 1 000 milliards de dollars par an au niveau mondial. L'AIE pense qu'on va doubler, c'est-à-dire qu'on va passer à 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Et l'AIE, toujours, pense que ce qui est nécessaire pour atteindre le net zéro, c'est 4 000. Donc aujourd'hui, on fait 1 000. On est confiant qu'avec les engagements pris par les États, les entreprises, on va passer de 1 000 à 2 000. Et il faut faire encore le double, donc 4 000 milliards de dollars. Et je ne sais plus s'il y avait autre chose dans votre question. Parce que j'ai... Ah oui, alors il y a deux commentaires là-dessus. Alors, sur une entreprise en particulier, vous me connaissez, je ne ferai pas de commentaires, même si ce sont nos adhérents et qu'on en est très contents. En revanche, 2 commentaires. Le premier, c'est que des engagements sont pris et des décisions sont prises sur des investissements dans les nouvelles énergies, les nouvelles mobilités ou les deux. Et ces investissements ont bien lieu. Et je dirais la plupart de ces engagements sont des engagements pris et n'ont pas été remis en question. Hein. Et notamment, donc, si on regarde les sociétés françaises, c'est chez nos adhérents qu'on retrouve la société qui investit le plus de loin dans les énergies renouvelables. Hein. Donc on est les champions des investissements dans les renouvelables. Ceci dit, le deuxième commentaire, c'est le commentaire, souvenez-vous, du 1%, 5%. Hein. La France devrait baisser sa demande de produits pétroliers, de carburant, pardon, de 5% par an. Elle ne baisse que de 1% par an. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est-à-dire, tant qu'elle baisse que de 1% par an, ça veut dire que la demande que nous devons satisfaire est plus élevée que ce qui est prévu. Donc, qu'on ne s'étonne pas. Et là aussi, j'ai dit, le monde va consommer d'ici fin 2023 1,5 million de barils par jour de plus que fin 2022. Donc, ne vous étonnez pas si certains de nos adhérents s'adaptent à cette évolution de la demande et se mettent en ordre de marche, si j'ose dire, pour satisfaire cette demande. Donc là, c'est la schizophrénie dans laquelle on est. C'est-à-dire, j'avais parlé déjà, je pense, l'an dernier, du grand écart entre on satisfait la demande de pétrole, hein, essentiellement pétrolière aujourd'hui, et on prépare l'avenir avec la décarbonation de nos activités et de nos produits. Mais l'autre hiatus, c'est celui que je viens de mentionner, c'est dire on est obligé de se projeter dans l'avenir. Là, on a vu moins 40% de demande d'ici 2035. Qu'est-ce qui se passe si la baisse de la demande, ce n'est pas moins 40%, mais moins 10%? On nous demandera de satisfaire la demande encore en 2035, même si elle n'a pas baissé autant que ce qui était prévu. Donc ne vous étonnez pas, qu'on ne s'étonne pas si de temps en temps, les plans sont ajustés par rapport à l'évolution de la demande. Mais encore une fois, c'est la demande de pétrole qui conditionne la consommation de pétrole, ce n'est pas l'offre. Hein. On a le chiffre? Oui. Ah, merci. je le pensais. Voilà. Dans l'étude IHS Markit, en France, il faut investir... Alors, il y a une fourchette, hein, entre 20 et 45 milliards d'euros d'ici 2035. Entre 20 et 45 milliards d'euros d'ici 2035. Donc, on parle quand même d'investissement. Entre 20 et 45 milliards d'euros d'ici 2035. Et ça, c'est essentiellement pour fabriquer les carburants liquides bas carbone, donc les fameux 8 millions de tonnes dont on a parlé. Non, c'est 45, je le sais. Ah, Anne-Marie, je vais chercher un... Hop. Le blanc.
Bonjour, Anne-Marie Kopansky du bulletin de l'industrie pétrolière. Moi, je voudrais me déconnecter un petit peu de l'actualité de l'industrie et interroger un peu vos jeunes membres du comité Nouveau Regard. Alors, dans le désordre, j'aimerais savoir si vous aviez déjà rencontré des jeunes écologistes, donc foncièrement contre l'industrie pétrolière, y compris les innovations qu'elle porte. Voir un peu si vous aviez, dans vos échanges, si c'était le cas, réussi peut-être à nouer un dialogue, à défaut peut-être de les convaincre, mais de pouvoir exprimer effectivement ce que portent un peu les messages des compagnies pétrolières. L'autre question, peut-être un peu plus personnelle, je vais me décaler un petit peu, voilà. Peut-être un petit peu plus personnelle, je voulais savoir, à la sortie des grandes écoles que vous avez certainement fait, est-ce que vous aviez déjà en tête de rejoindre les compagnies dans lesquelles vous avez été engagé, ou si c'est pas du tout, vous aviez regardé aussi bien EDF, Engie et autres compagnies énergétiques. Dernière petite question, maintenant que vous êtes dans ces compagnies, est-ce que vous trouvez que finalement le rythme qu'elles ont engagé vers la transition énergétique vous paraît un bon rythme, ou vous aimeriez plutôt qu'elles s'engagent beaucoup plus? La troisième question est un peu perverse parce que celui qui dit que c'est pas le bon rythme, celui ou celle, il est viré ce soir. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, je vais prendre la première question. Donc, si on a déjà rencontré au fait des associations écologiques, alors tout à fait. Et c'est aussi un peu notre feuille de route. Alors, en fait, notre commission vient de démarrer, donc on vient tout juste de commencer. Mais on a déjà quand même rencontré certaines associations, je ne nommerai pas. Et par la suite, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est rencontrer les plus jeunes au sein d'universités, au sein de lycées même, et même les associations écologiques, pour qu'on puisse au fait dialoguer ensemble, pour pas qu'il y ait uniquement en fait une voix qui parle, mais également en fait qu'il y ait un échange entre les deux parties. Il en sort que effectivement ça peut être un peu parfois un peu déconnecté au fait, nos deux discours, mais en fait c'est ce qu'on veut au fait, c'est comprendre ce que souhaitent ces associations, ces jeunes là, qu'est-ce qu'ils pensent aussi de la transition énergétique actuelle, et au fait c'est ce qu'on cherche à savoir en fait, vis-à-vis de ces dialogues. Tu prends la deuxième? Oui, je vais répondre à la deuxième question, effectivement. C'est en cours, en fait. Parce qu'un point qui est important, c'est que ça se lance. On n'a pas encore de conclusion, on n'a pas d'avis à donner là-dessus, mais que la Commission a un plan pour l'année à venir. Je pense que l'année prochaine, par exemple, sur la Commission, sans m'engager trop, on aura certainement plus de retours d'expérience à vous faire. Sur la question de est-ce qu'on pensait être dans une entreprise pétrolière en sortant d'école, je dirais mon cas personnel, mais je pense que je ne suis pas le seul dans la commission. Non, ce n'était pas le cas. Moi, j'ai fait un master qui était en énergie au sens large. Et j'étais du monde de l'électricité. Et les acquisitions et les nouvelles activités des industries pétrolières ont fait que je me suis retrouvé dans ce monde-là. Donc, ce n'était pas un choix de départ, mais c'est une situation actuelle où on se dit qu'il y a une perspective, où il y a des moyens et il y a une ambition. Ça me permet de faire la transition sur la deuxième question qui était est-ce que les ambitions sont les bonnes? Je ne sais pas si tu veux répondre ou si tu me laisses la patate chaude. Au fait, je pense que la commission a été créée d'une part parce que nos entreprises sont conscientes que c'est maintenant qu'il faut agir en fait. Donc là, elles enclenchent au fait, j'ai envie de dire la cinquième vitesse. Je parle pour toutes nos entreprises en général, énergétiques. Et je pense que c'est pour ça que nous, on a intégré d'une part cette commission, et que nous, on veut aussi au fait faire parler nos voix, faire parler pour nos voix de jeunes, nos voix pour le futur. Et au fait, je pense que je peux parler aussi pour vous.
Moi, je vois très bien au sein de mon entreprise au fait, qu'il y a vraiment un mouvement qui est en place et que ça s'accélère réellement depuis 1 ou 2 ans, quoi, clairement. Pour revenir sur un terrain un petit peu plus français au niveau des stations-service, donc qui ont repris un petit peu du poil de la bête face aux grandes surfaces, est-ce que ça vous paraît juste ce mouvement d'opportunité parce qu'il y a eu un blocage des prix ou c'est une tendance un peu plus longue? Il est possible, voire probable que ça soit... Ah oui, pardon. Il est possible, voire probable que ça soit conjoncturel. C'est-à-dire que ça soit uniquement dû aux remises exceptionnelles qui ont été mises en place par certains distributeurs. J'irai même plus loin, je ne vois pas de raison pour que ça soit un mouvement structurel. Pourquoi ? Parce que la grande distribution qui, depuis maintenant une 60aine d'années, a fait des carburants routiers son produit d'appel, continue aujourd'hui, 60 ans plus tard, à en faire un produit d'appel. Et notamment, les magasins des grandes surfaces en font un outil de différenciation avec le magasin d'à côté. Donc il y a vraiment une compétition féroce et du coup je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne à une part de marché de la grande distribution qui retrouve les 63% qu'elle avait l'an dernier. Toujours au niveau station-service, à votre avis, ces carburants de synthèse, ça sera l'occasion de complètement remédifier les stations-service ou ça sera simplement incorporé et mélangé aux produits pétroliers? Vous voulez que je retourne là-bas ou pas? Non, c'est bon? Bon, alors. En fait, pour le client, ça sera transparent. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que autant quand vous passez de la mobilité thermique à la mobilité électrique, vous devez tout changer. Votre véhicule, vous devez avoir un moyen de faire la recharge chez vous ou à votre bureau. Vous devez vous organiser pour faire la recharge sur la voie publique qui dure plus longtemps que la recharge de carburant standard. Vous avez sans doute une autonomie qui n'est pas la même. Donc tout change. Autant quand on parle de moteur thermique et de carburant liquide, quel que soit le carburant qu'on a utilisé pour fabriquer ce carburant liquide, que ça soit du composant fossile, composant biosourcé, composant de synthèse, à la fin, le produit fini, c'est le même, ou c'est pratiquement le même, et du coup, pas besoin de changer sa voiture. Il y aura peut-être certaines phases où vous avez des pompes différentes. Encore aujourd'hui, je le mentionnais, on a des pompes de E5, des pompes de E10, parce qu'il y a des moteurs qui ne supportent pas le E10, mais qui supportent le E5. Donc, il y aura peut-être des phénomènes transitoires comme ça. Mais en gros, le carburant, c'est le même. Et puis, une dernière chose, vous parliez de 32 milliards d'euros de taxes récoltées. À votre avis, si l'électrique se développe, quand est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une taxation de l'électricité pour les automobiles? Alors, déjà, l'électricité aujourd'hui est plus taxée que la simple TVA. Il y a la taxe, la TICFE, qui représente de mémoire une dizaine de pourcents qui s'ajoute à la TVA. Donc, l'électricité est plus taxée qu'un produit banal. Après, en effet, si on regarde en termes de milliards la contribution au budget de l'État, le compte n'y est pas, à mon avis, même si on prend en compte la taxation de l'électricité. Donc, il va falloir trouver des solutions. Alors là, autant j'ai pris l'engagement que nous travaillons sur certaines problématiques, la décarbonation de nos activités, de nos produits, le développement des renouvelables, autant ce sujet-là du bilan budgétaire de l'État, nous n'y travaillons pas. Merci beaucoup. On va arrêter, je reviens ici, on va arrêter la session maintenant. Je vous remercie à tous. Et puis, à très bientôt. Et n'hésitez pas, vous savez qu'on est toujours là quand vous nous appelez. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Et à très bientôt. Merci.